Bonjour François Bayrou. Bonjour. Valérie Pécresse, la présidente LR à la tête de la région Île-de-France, a décidé de suspendre tous les financements de la région à Sciences Po Paris. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Il n'y a pas un citoyen ou une citoyenne républicaine qui puisse ne pas s'inquiéter de ce qui se passe à Sciences Po. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Sciences Po devenu le champ clos d'affrontements sectaires et partisans. Et qui voit des manifestations d'étudiants avec les mains peintes en rouge. Vous savez ce que ça veut dire, les mains peintes en rouge ? C'est l'évocation d'un drame en 2002 qui a vu deux soldats israéliens lynchés et une des personnes, un des hommes qui avait procédé à ce lynchage, à cette torture, est apparu à la fenêtre avec les mains rouges de sang de ceux qu'il venait de tuer et en montrant ses mains pour se faire ovationner. Mais ça, c'est la référence à laquelle vous faites, à laquelle vous rappelez ces mains rouges. Sauf que les étudiants concernés de Sciences Po qui ont agité ces mains rouges disent qu'ils n'avaient pas eu connaissance de cette référence. Pour eux, les mains rouges, c'était le sang sur les mains, c'est-à-dire la complicité avec laquelle on laisse les choses se faire à Gaza. Maintenant, au moins, on saura de quoi il s'agit. Donc, a priori, vous ne pouviez pas les attaquer d'antisémitisme. Vous voyez, on a le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Que d'un côté, il y a des gens qui sont stigmatisés, et d'un autre côté, il y a des gens qui sont absous et excusés à l'avance parce que ils ne savaient pas. Je ne crois pas que qui que ce soit qui dans ces manifestations peint ses mains en rouge ignore à quoi il faisait allusion. Ce sont des jeunes étudiants. L'année 2000, c'est en 2000 que ça s'est passé à Ramallah, précisément. Eux, ils n'en avaient pas connaissance. C'est ce qu'ils disent. Vous ne les croyez pas ? Maintenant, ça ne se reproduira pas, j'imagine. C'est ce qu'ils disent. Alors, ça ne se reproduira pas. François Bayrou. Donc, faut voir la profondeur de ce drame et son écho dans l'université française. La profondeur de ce drame, c'est très simple. Il y a eu le 7 octobre un assaut concerté et, à mon avis, téléguidé par l'Iran, qui visait à mettre un terme définitif, à empêcher que se réalise le timide espoir de paix qu'on appelait les accords d'Abraham, avec Israël, l'Arabie Saoudite et le Maroc, entre autres. Mmh. Et donc, il y a toute une faction qui a voulu mettre un terme définitif à ça en se servant de la barbarie comme arme. C'était pas des dégâts collatéraux, c'était pas une attaque. C'était on va faire des actes tellement insupportables que jamais plus on ne reviendra en arrière. Ça, c'est le premier point. Et derrière, il y a le deuxième drame qui est les assauts extrêmement durs et dont souffrent les pauvres Gazaouis de l'armée israélienne pour répondre à cette barbarie-là. Et en cela, la jeunesse française ne peut pas se mobiliser pour montrer sa révolte ? Elle peut se mobiliser. Ce que je conteste, c'est que Sciences Po, qui a été le creuset de la réflexion, du partage des idées, des convictions, que Sciences Po devienne ainsi le champ clos de gens qui n'écoutent plus personne, qui ne s'écoutent plus d'un bord ou de l'autre. Quand il y a une jeune fille juive qui veut assister à une réunion, elle est virée manu militari. Il y a une enquête en cours, François Bayrou, ça n'a pas été prouvé, ça. Ça a été, écoutez, ou alors tous les articles que vous publiez sont sujets à caution. Tous les articles que les journalistes publient sont sujets à caution. J'ai lu 10 articles sur ce sujet. Alors peut-être c'est faux, mais on va savoir si c'est faux. Ce mouvement de contestation de la jeunesse, il est soutenu par la France Insoumise. Et Rima Hassan, candidate sur la liste de la France Insoumise aux Européennes, ainsi que Mathilde Panot, présidente des députés LFI, sont convoqués après une plainte pour apologie de terrorisme. Vous êtes à l'aise avec ce type de convocation en pleine campagne électorale ? Je ne suis à l'aise avec rien de ce qui se passe aujourd'hui, ou en tout cas avec tous les
Les exacerbations et toutes les flambées d'accusations, de mise en cause, je suis à l'aise avec rien de tout ça. Le tour que prennent les choses, c'est un tour qui est absolument le contraire de tout ce à quoi je crois. Je crois à la laïcité, et la laïcité pas seulement religieuse, mais aussi du point de vue des opinions. C'est-à-dire au respect mutuel et à la compréhension mutuelle, à l'effort constant pour comprendre ce que les camps qui sont en présence voient et pensent. Je suis pour la confrontation et je suis pour le débat, le dialogue, l'échange des opinions. Et donc vous êtes contre ces convocations judiciaires pour apologie du terrorisme ? En tout cas, je suis pas à l'aise avec le tour que prennent toutes ces choses-là, y compris celle-là. Mais l'interdiction de telle personnalité pour venir faire des réunions, il y en a eu récemment. Jean-Luc Mélenchon a été interdit de réunion. L'idée qu'on transforme l'université en lieu du meeting, je suis pas à l'aise non plus. L'idée qu'on essaie de mobiliser la mise en accusation des uns par les autres, je trouve que ça ne va pas. L'université, c'est un lieu dans lequel on devrait respecter cette vertu cardinale qu'est le pluralisme des opinions. Les torts sont partagés de tous côtés dans ces affaires ? Bon, les torts, c'est à l'esprit du temps. C'est l'espèce de perpétuel durcissement qu'on est en train de vivre. C'est l'espèce d'exacerbation des passions. Et des camps, vous parliez de la France insoumise, qui essaie de faire brûler les passions pour s'en servir comme carburant électoral. Alors c'est pas la première fois. Et d'un autre côté, l'extrême droite, c'est la même chose. L'idée qu'on puisse chercher dans la société française des ennemis, des boucs émissaires à mettre en cause, expliquer que tout est de la faute des immigrés, tous les problèmes sont liés à l'immigration, qui sont des affirmations et plus encore des arrière-pensées. Je trouve que ceci va à l'encontre de ce que nous, républicains et démocrates, avons de plus précieux. François Bayrou, invité du 8h30 France Info, on se retrouve juste après le fil info 8h40, Mathilde Romagnan. Le PIB, le produit intérieur brut, a progressé de 0,2% au premier trimestre, selon des chiffres publiés ce matin par l'INSEE. Une croissance dans un contexte de reprise de la consommation des ménages et qui traduit une solidité de l'économie française, selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle. C'est une première pour l'acteur de 75 ans. 2 femmes l'accusent d'agression sur le tournage du film Les Volets Verts. C'était en 2021. Il est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes des sociétés du groupe Lagardère pour financer ses dépenses personnelles pendant plusieurs années. Arnaud Lagardère, le PDG du groupe, a été mis en examen hier pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir, entre autres. Le télescope James Webb a dévoilé hier les images les plus détaillées jamais prises de la nébuleuse de la tête de cheval. Elles permettront aux astronomes de mieux comprendre ces nuages de poussière situés à des milliers d'années-lumière de la Terre. France Info. Le 8h30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. François Bayrou, permettez-moi d'y revenir parce que vous n'avez pas répondu à ma première question au début de l'entretien, à savoir est-ce qu'il faut couper les subventions à Sciences Po Paris, vu ce qu'il s'y passe ? Le financement de Sciences Po Paris, c'est à peu près 45% par l'État, si mes chiffres sont exacts. Et l'État a une responsabilité. C'est quoi la responsabilité ? De faire en sorte que Sciences Po ne devienne pas un champ de bataille, que Sciences Po ne devienne pas un lieu d'affrontement. Mais ça peut être un lieu de débat. Et c'est de débat, oui, mais c'est pas ce qu'on est en train de faire. On n'est pas dans les règles d'un débat dans lequel on s'écoute, on est dans la situation dans laquelle on a des affrontements perpétuels entre thèses qui mettent en cause et qui prennent pour cible les uns ou les autres. Et ceci, pour moi, ça n'est pas la vocation de l'université. Juste une dernière chose sur le sujet. Sciences Po il faut mesurer que Sciences Po, ça a été
Une espèce de trésor national dans lequel on a essayé d'édifier ou de construire un esprit critique, une manière de penser les choses. Mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. François Bayrou, vous avez été jeune, vous-même, où il y avait des causes qui vous ont particulièrement touché. Ce qui se passe à Gaza, on compte ce qui se passe aujourd'hui, le nombre de morts à près de 40 000 d'après les différents chiffres. Tout ça, c'est pas un motif de révolte. Vous comprenez pas cette jeunesse qui se disent c'est pas normal, on assiste à ce massacre, ce sont leurs mots, et on bouge pas. Ce déchaînement-là, il est la conséquence directe de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et si on ne voit pas le lien de cause à effet entre les deux, et à mon avis le lien de cause à effet recherché entre les deux, non, mais on peut condamner le 7 octobre et ne pas accepter ce qui se passe à Gaza. Ça n'est pas ce que ce discours est en train de faire. Ce discours est en train d'effacer le 7 octobre, d'effacer l'attaque qui a lancé tout ça. Et c'est une attaque dont, je répète, je sais que ça n'est peut-être pas facile à énoncer. C'est une attaque qui n'était pas faite contre des assaillants, et qui aurait eu des conséquences tragiques. C'est une attaque qui a été faite pour que les gestes les plus horribles et les plus barbares viennent s'entrechoquer avec la situation intérieure et la conscience israélienne pour obtenir les rétorsions les plus dures, pour rendre irréversible et impossible là, les étudiants tout processus de paix. Avec ce type en effet, ce risque de division. Merci François Bayrou là-dessus. Un autre sujet important aujourd'hui, c'est ce rapport d'experts qui va être remis tout à l'heure au président de la République, qui préconise d'interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans, de téléphones portables au moins de 11 ans, limiter strictement l'accès les années suivantes pour des adolescents. Vous qui avez été ministre de l'Éducation nationale, vous en pensez quoi? Et père de famille, oui. Non, je pense que l'impact des écrans sur l'intelligence, sur la constitution psychique et intellectuelle des enfants, des plus jeunes et ensuite aussi des adolescents, cet impact est réel et qu'il est dangereux. Je pense que on a beaucoup de mal devant l'importance de ce phénomène à défendre les cris. La lecture sur papier, l'écrit, le texte, la lecture, pas forcément sur le papier, on peut lire aussi sur des écrans, mais l'écrit est la grande victime. L'écrit et la langue sont la grande victime. Et donc je pense que la prudence ou les précautions à prendre ou les limites à trouver sont très importantes parce que on est en train de vivre un vrai risque. Mais en distribuant des tablettes par centaines de milliers dans les lycées notamment, on a été imprudent. On s'est trompé. On s'est trompé. Il faut arrêter de le faire. Je pense que l'omniprésence des tablettes de toute nature, le fait que les parents ne soient plus reliés à l'école que par le numérique, tout ça a donné au numérique et aux écrans une place qui est une place démesurée dans l'acquisition des connaissances du savoir et dans la construction d'une capacité psychique et intellectuelle. Il y a une question de souveraineté aussi derrière. Sans aucun doute, en tout cas, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites sur le fait que des puissances étrangères se servent des écrans pour déstabiliser la société. Mais je pense que la déstabilisation... Je vais prendre un risque. Je pense que la déstabilisation la plus importante, c'est pas celle d'ingérence étrangère, c'est celle de l'incapacité à construire une démarche psychique et intellectuelle pour que l'enfant apprenne à apprendre. L'écran, ça place le garçon ou la fille qui est addict à cet écran en situation de perpétuelle passivité. Devant un livre, devant un texte, l'esprit est par nature en situation d'activité. Il va chercher l'information. Et devant un écran, vous êtes en situation de passivité. Vous êtes envahi par une information. Mais une fois qu'on a fait ce constat-là, parce que Emmanuel Macron, en réunissant ses experts, envisageait en fonction des conclusions voire des interdictions.
comment on interdit dans les familles les écrans? C'est juste impossible. En tout cas, c'est juste impossible sans doute, mais en tout cas, on peut faire prendre conscience à tout le monde des choses. Pour moi, l'écrit et l'écran, c'est pas la même chose. Ça n'est pas du même ordre. L'écrit construit, l'engagement dans l'écrit construit davantage que la soumission à l'écran. François Bayrou, un tout autre sujet. Sarah El Haïry, ministre déléguée chargée de l'enfance et membre de votre parti, le MoDem, veut un débat sur la GPA, la gestation pour autrui, pour sortir de l'hypocrisie, dit-elle. En général, quand on dit ça, c'est qu'on est pour la GPA. Est-ce que vous la suivez là-dessus ? Nous avons dit en France que la GPA était interdite. Et pour de très importantes et très bonnes raisons, que je vais essayer de rappeler. Et pour une fois, je ne serai pas tout à fait de cet avis. La GPA, ça consiste... Alors, d'abord, j'en parle avec prudence et respect parce qu'il y a beaucoup de drames derrière tout ça. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ne peuvent pas avoir un enfant ou de couples qui ne peuvent pas avoir un enfant et ça provoque un manque très important et qui est ressenti comme un drame par beaucoup. Donc, j'en parle avec prudence. Mais deuxièmement, ça consiste à acheter le ventre d'une femme et la période de la gestation et à acheter le lien qu'il devrait y avoir. Je crois qu'un livre vient de sortir sur une jeune femme qui dit bon, moi j'ai le sentiment d'avoir été vendue. Qui elle-même est née donc, par GPA. Qui elle-même est née par GPA. Et je considère que dire il y a là quelque chose à quoi que nous considérons nous comme intouchable. Qui est le fait que on n'achète pas un corps humain. Il n'y a pas de GPA éthique. C'est ce que par exemple proposait Yannick Jadot pendant la présidentielle. Il dit, moi je pense à une GPA éthique. Il n'y a pas de question d'argent, il n'y a pas de transaction financière. Ça peut arriver. Je veux pas dire, je veux pas avoir de jugement péremptoire. Mais je voulais ajouter une chose. Les gens qui, en général, sont contre la GPA disent qu'il ne faut pas reconnaître les enfants nés de GPA. Et moi, je suis pour qu'on les prenne en compte. On ne peut pas demander à un enfant qu'il soit rendu des comptes sur la manière dont il est venu au monde. Mais c'est pas une hypocrisie, pour reprendre le mot de Sarah El Haïry, justement, cette position ça n'est pas une hypocrisie, parce que c'est quelque chose... C'est pas une hypocrisie, c'est une atteinte à des choses très importantes, parce que qu'est-ce qui tranche de la GPA ? C'est les moyens pour acheter. Et ça se compte, vous connaissez à peu près $100 000. Oui, mais parce que c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Mais est-ce qu'il faut réfléchir à une GPA à la française ? Je vous dis, c'est l'exemple de Yannick Jadot qui disait, dans une famille, si une sœur peut porter l'enfant... Ça peut arriver dans une famille. On a tous rencontré des cas comme ça. C'est pourquoi j'en parle avec respect. Mais pas... en ayant l'air d'ouvrir la porte à des pratiques que nous tous, et dans une grande majorité des courants et des philosophies du pays, nous considérons comme une atteinte à des choses importantes et profondes. François Bayrou, on vous retrouve juste après le fil info, il est 8h51, Mathilde Romagnan. Un rassemblement a lieu en ce moment à Paris en soutien à Mathilde Panot et Rima Hassan de la France Insoumise. Elles sont entendues toutes les deux ce matin par la police pour apologie du terrorisme après des propos liés à la guerre au Proche-Orient. 0,2% de croissance au premier trimestre, cela traduit la solidité de l'économie française. Réaction ce matin de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Le PIB, le produit intérieur brut, a légèrement progressé sur les 3 premiers mois de cette année et l'inflation ralentit encore. En avril, elle est de 2,2% sur un an, selon l'INSEE. Un adolescent de 15 ans mis en examen et écroué hier soir pour meurtre à Châteauroux. Il est soupçonné d'avoir tué Mathis, 16 ans, à l'arme blanche il y a 2 jours. La mère du suspect a elle aussi été mise en examen pour violence volontaire. Après 7 mois de restauration, la liberté guidant le peuple est de retour au Louvre. Le célèbre tableau d'Eugène Delacroix était absent des galeries du musée. Il va donc retrouver sa place à partir d'aujourd'hui. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia.
Et François Bayrou, à un peu plus d'un mois des européennes, Jordan Bardella reste très largement en tête des intentions de vote dans les enquêtes d'opinion. Le RN plus fort que la majorité et de très loin. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette campagne ? Bon, c'est plus facile de faire des campagnes quand on est dans l'opposition que quand on est dans la majorité. Et ça, vous me contredirez pas sur un point aussi évident que celui-là. Et puis, la seule chose qui soit nécessaire, c'est de faire mesurer la gravité de ce qu'on est en train de traverser, la gravité des risques auxquels nous sommes exposés, et de montrer qu'il y a des réponses, et que ces réponses, le seul courant d'opinion qui les porte, c'est le courant de la liste que Valérie Hayer conduira. Ouais. Parce que Jordan Bardella en tête le 9 octobre prochain, c'est la fin du quinquennat Macron ? Non, tout ça c'est... Non. Moi j'ai jamais lié à une élection intermédiaire la fin d'une époque. Jamais. Je vous dis ça parce que lui, il dit s'il arrive en tête, il demande la dissolution de l'Assemblée nationale. Qu'il demande. Je ne crois pas ça. Je crois que c'est une élection dans laquelle pour l'instant s'expriment des mécontentements ou des humeurs qui ne vont pas dans le sens du pouvoir, parce que dans des temps aussi difficiles, aller dans le sens du pouvoir, c'est évidemment rarissime dans l'histoire politique. Mais ce que je sais, c'est que les risques que nous avons devant nous, ces risques-là, qui sont des risques d'une Europe qui entre en voie de soumission, ou qui accepte avec fatalisme ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la loi de la domination sur la planète des très grandes puissances militaires. La Russie est en train de faire ça en Ukraine, des très grandes puissances commerciales, la Chine, des très grandes puissances fanatiques, ce que l'Iran est en train de faire, et d'autres sur la planète. Ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Afghanistan, tout ça c'est aussi de l'ordre de l'effroi, et aussi de la très grande puissance américaine qui cherche à contrôler les technologies, les industries, les filières les plus essentielles. Et nous, l'Europe, qui avons un marché plus grand que le marché américain, qui avons des intelligences qui sont captées par tous les autres, que nous formons, ChatGPT par exemple, l'intelligence artificielle, c'est pour l'essentiel ou pour la majorité des ingénieurs européens et français qui l'ont développé. C'est la même chose pour les vaccins. Tout ça, nous entrons dans une voie qui est une voie de domination, de soumission à des puissances. Mais ça, pourquoi vous n'arrivez pas à l'expliquer aux Français ? Pardon, mais là, c'est Jordan Bardella qui a en tête des intentions de vote. C'est pourquoi vous m'invitez et c'est pourquoi je dis ça. Mais est-ce qu'il faut par exemple que Gabriel Attal débatte avec Jordan Bardella ? Ça, c'est leur affaire. Mais est-ce que ça peut changer quelque chose ? Je ne suis pas prescripteur de ce genre de choses. Je dis à tous ceux qui s'interrogent aujourd'hui, je dis ce que nous sommes en train de vivre, c'est sans précédent. Sans précédent depuis 75 ans. Pourquoi ? Parce que on était sorti de la guerre de 45, et on était sorti par la chute du mur de Berlin, d'un temps dans lequel c'était le choc des deux géants, des puissances militaires, d'un totalitarisme et de l'autre. On en était sorti. Et ce que Poutine a lancé, parce qu'il a appuyé sur ce bouton-là, c'est au contraire un temps dans lequel la loi, la force de la loi, les principes sont bafoués partout sur la surface de la planète. François Bayrou, ceux qui nous écoutent, les auditeurs, les téléspectateurs qui nous regardent à la télé, ils doivent se dire, là, il est en train de nous faire peur. Il est en train de nous faire peur pour qu'on vote pour la liste Renaissance, alors que ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Et puis, dans de nombreux secteurs, on n'a pas vu les choses avancer. Qu'est-ce que vous leur dites à eux ? Eh bien, ceci est faux. S'il y a un secteur dans lequel la prise de conscience européenne a été obtenue par la France et par le chef de l'État français, s'il y a un secteur, c'est évidemment ces risques-là. Nous avons décidé, c'était la première fois et c'était totalement inimaginable, que nous allions tous ensemble, les Européens, emprunter, écoutez bien le chiffre, 700 milliards d'euros pour soutenir l'activité de l'économie européenne.
700 milliards d'euros, c'est 700 000 millions d'euros que nous avons emprunté ensemble pour soutenir notre activité. Et le président de la République a dit, dans son discours à la Sorbonne, la semaine dernière, il a dit il faut 1000 milliards supplémentaires, supportés par tous les Européens, pour que nous puissions à nouveau maîtriser les technologies, maîtriser le numérique. Le cloud est sur le point d'être un contrôle total des États-Unis. Et il y en a beaucoup qui ont peur de cette Europe fédérale que vous êtes en train de construire. Ça n'est pas une Europe fédérale, c'est une Europe du rassemblement de tous ceux qui ne veulent pas être rayés de la carte. Dont même le Rassemblement national ne souhaite plus sortir aujourd'hui d'ailleurs. Oui, ils se sont trompés absolument sur tout le Rassemblement national. Vous vous souvenez, vous devriez avoir ça en tête, Marine Le Pen qui dit mais qui peut imaginer que Poutine attaque l'Ukraine? Qu'est-ce que la Russie irait faire en Ukraine? Quelques semaines avant le février 2022. Vous vous souvenez de ça? Et d'autres ont dit les mêmes, d'autres à l'extrême gauche aussi ont dit les mêmes énormités. La Russie ne menace en rien l'Ukraine. C'est une obsession de craindre la Russie. Ces forces-là se sont trompées sur tout. Aucune de leurs affirmations n'a été vérifiée. Vous vous souvenez qu'ils étaient contre l'euro? Où en serions-nous dans la vague d'inflation qu'on a connue si l'euro n'avait pas existé? Et donc je cherche nullement à faire peur à qui que ce soit. Je cherche à construire la conscience des citoyens, de ceux qui vous écoutent, des auditeurs qui sont des citoyens en même temps, en disant le risque qui est devant nous aujourd'hui, jamais nous n'avons connu le même depuis des décennies et des décennies. Et c'est un risque tel que je crois que si nous n'y faisons pas attention, nous allons avoir affaire à de l'irréversible. Vous parliez de M. Glucksmann, un mot simplement. Je l'ai pas évoqué. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il faut qu'on rentre l'antenne. Très rapidement là. Dieu sait qu'il y a peu de problèmes qui, pour la conscience de nos concitoyens, soient aussi problématiques que l'immigration. L'Europe, tous les courants politiques de l'Europe ensemble, les principaux courants politiques démocratiques de l'Europe ensemble, construisent un plan pour réguler l'immigration, y compris le parti socialiste de M. Glucksmann, et la droite et le centre. Il n'a pas voté le plan, c'est ça que vous voulez dire. Et il vote contre le plan. Mais comment peut-on être aussi éloigné de la conscience des urgences que de refuser les plans que les grands pays européens construisent ensemble pour maîtriser leur destin? François Bayrou, vous étiez invité